Mesdames, Messieurs, l'Association de reconstitution historique Fortis-Fernand Maurice est honorée de vous présenter ce soir un spectacle relatant la bataille de Bir Hakeim qui s'est déroulée du 26 mai au 11 juin 1942 et qui vit s'opposer la première brigade française libre à l'Afrika Korps. Le contexte historique. Depuis septembre 1940, le continent africain est le lieu de combats acharnés entre Italiens et Britanniques. L'Italie, présente en Libye, n'a de cesse de conquérir l'Égypte, alors sous contrôle de la Grande-Bretagne. Écrasés par les forces britanniques, les Italiens doivent faire appel au renfort des troupes allemandes. Le 31 mars 1941, le général Rommel, à la tête de l'Afrika Korps, lance sa première offensive en Libye. Attaques et contre-attaques se succèdent jusqu'à la fin de l'année 1941, date à laquelle les forces britanniques, commandées par le général Auchinleck, parviennent à reconquérir la Cyrénaïque. Début 1942, Rommel reprend l'initiative, réoccupe Benghazi et lance une offensive qui doit le mener jusqu'à Tobrouk, relais maritime et principale base britannique avant la frontière avec l'Égypte. Les Britanniques sont contraints à la retraite et établissent début février 1942 une ligne de défense nord-sud dans le secteur d'El Ghazala, tenue au nord par une division britannique et une division sud-africaine, au sud par la première brigade française libre, flanquée à l'est par la 3e brigade motorisée indienne. Des champs de mines s'étendent d'une extrémité à l'autre. Le général Auchinleck décide que cette ligne de Ghazala, qui couvre le port de Tobrouk, doit marquer l'arrêt de l'avance des troupes italo-allemandes, lui permettant d'accumuler suffisamment de ravitaillement et de renforts en hommes et blindés pour reprendre l'avantage sur Rommel. Cette ligne de défense s'étend sur 80 km, de la côte vers le sud, espacée par des intervalles de plus en plus grands. Dans le secteur côtier de Ghazala à Al Hamza, les secteurs sont assez proches les uns des autres pour s'appuyer mutuellement de leurs feux. Au-delà d'Al Hamza, en revanche, la ligne ne comprend plus que 2 positions isolées, celle de Got El Waleb, à 10 km au sud, et celle de Bir Hakeim, détachée à 20 km encore plus au sud, et dernière position de cette ligne, car au-delà commence le désert de sable impraticable à tous véhicules. C'est cette position qui est attribuée à la première brigade française libre. Mais qui sont ces hommes de la première brigade française libre? La première brigade française libre est composée en premier lieu des hommes revenus de la campagne de Norvège, notamment les légionnaires de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. D'ailleurs, il est à noter que le général Koenig, en prenant le commandement de la première brigade française libre, choisira ses subordonnés pour l'essentiel parmi les anciens de la campagne de Norvège. Dans cette première brigade française libre, on y trouve également tous les volontaires ayant rallié l'Angleterre en provenance de France, mais aussi de tous les horizons de l'Empire colonial. Cette première brigade est donc composée de 2 groupements, le groupement Légion et le groupement colonial. Le groupement Légion est aux ordres du commandant Amilcar Varay. Il est composé de 2 bataillons de Légion. Le 2e bataillon de Légion étrangère, commandé par le commandant René Babonneau, et le 3e bataillon de Légion étrangère, commandé par le commandant René Puchois. Le 2e groupement, le groupement colonial, est aux ordres du commandant Robert Deroux. Il est composé du bataillon de marche numéro 2, commandé par le commandant Henri Amiel, et du bataillon du Pacifique, commandé par le commandant Félix Droche. Diverses unités de soutien et de réserve lui sont rattachées, notamment le 1er bataillon de fusiliers marins, commandé par le capitaine de corvette Hubert Amelinville, qui est l'unité de défense antiaérienne de la brigade. Le 1er bataillon d'infanterie de marine, commandant Jacques Savé, le 1er régiment d'artillerie coloniale, commandant Jean-Claude Laurent-Champrosé, 22e compagnie nord-africaine, capitaine Pierre Lequesne, 1re compagnie anti-char, capitaine Jacquin, 1re compagnie de sapeurs-mineurs, capitaine Desmaisons, 1re compagnie de transmission, capitaine Renard, ainsi que tous les autres services habituels du train, groupe sanitaire, prévôté, aumônerie, etc. L'installation à Bir Hakeim. Le 15 février 1942, la première brigade française libre est chargée d'aller relever la 150e brigade indienne du général Haydn sur la position de Bir Hakeim. Le mouvement se fait par une journée ensoleillée
qui inspirera à Koenig cette audacieuse évocation. Un festival de couleurs claires et chantantes comme seul le désert en réserve à ceux qui le parcourent, qui le comprennent et qui l'aiment. Il déchantera dès son arrivée. La position de Bir Hakeim est un plateau qui domine le désert vers le sud et qui s'étend à perte de vue dans les autres directions. Quelques ruines attestent de l'existence d'un ancien fort. La végétation est rare, il n'y a aucun point d'eau ni aucun obstacle naturel contre les chars. Le haut commandement britannique a décidé de faire de ce quadrilatère de 16 km² un point stratégique, car il constitue d'une part le môle sud de la défense alliée et d'autre part, il pourrait devenir la plaque tournante d'une éventuelle contre-offensive conduite avec des blindés. Le général Koenig est un ancien de la Première Guerre mondiale. Il sait qu'un homme dans un trou est un seigneur. Aussi commence-t-il à ordonner à ses hommes d'entreprendre d'importants travaux de terrassement sur toute l'étendue de la position. C'est un travail très difficile et tout le monde rechigne, car le sol est très dur et les conditions sont difficiles. Chaleur excessive, vent de sable, assauts de mouches particulièrement collantes, sans oublier les attaques aériennes fréquentes. Malgré tout, le système de protection se perfectionne vite. On creuse de plus en plus profond pour enterrer les hommes, les canons, les camions, le ravitaillement et toutes les tentes individuelles ou collectives. Bir Hakeim va finir par devenir une vraie ville souterraine. La protection terrestre est assurée par un immense champ de mines en forme de V tout autour de la position. Ce sont plus de 63 000 mines qui seront installées par la première compagnie de sapeurs mineurs. La mission de la première brigade française libre est de défendre Bir Hakeim, même après son encerclement par l'ennemi. En face, la stratégie allemande se dégagera petit à petit après plusieurs semaines d'observation. Les forces de l'Axe se préparent à une bataille frontale avec une action de débordement par le sud destinée à s'emparer de Tobruk après avoir détruit le corps blindé britannique. Dans cette perspective, l'assaut contre Bir Hakeim est inéluctable. Au début du mois de mai 1942, l'état-major de la 8e armée britannique pense que Rommel passera à l'action dans la seconde quinzaine du mois. L'hypothèse d'une attaque principale sur Bir Hakeim n'est pas exclue, mais jugée improbable en raison de la consommation de carburant qu'elle entraînera. C'est pourtant cette hypothèse qui prend corps aux alentours du 15 mai, confortée par les renseignements fournis par les caravanes de Bédouins traversant le secteur. Ordre est donné à la brigade française d'être prête à tenir la position pendant 3 jours au moins, 7 jours au plus, le temps nécessaire aux unités blindées alliées pour intervenir. Dans les jours qui suivent, va se jouer à Bir Hakeim un épisode important dans le destin de la France libre, avec un rapport de force de 1 à 10. Échec à Rommel. Des deux côtés, les forces se sont reconstituées. Celles de l'Axe proviennent de loin, elles disposent de nouvelles réserves de carburant, de nouveaux chars, de nouveaux armements et aussi de nouveaux effectifs. Rommel est sûr de lui. Il se sent prêt. Il n'attendra plus longtemps, sachant que si l'effet de surprise jouera moins que les fois précédentes, du moins la rapidité de l'attaque aura des effets dévastateurs. Koenig de son côté, lui aussi est prêt. Il sait très exactement quelle bataille sera livrée et il y a préparé sa brigade avec grand soin. 5 bataillons d'infanterie, un régiment d'artillerie, un bataillon de fusiliers marins. Au total, près de 3800 hommes équipés d'une centaine de canons, de 25 à 75 mm. Ce qu'il ne sait pas, c'est que face à lui, Rommel a décidé d'engager sur Bir Hakeim pour réduire rapidement cette position 37 000 hommes disposant de 270 canons de 75 à 210 mm ainsi que de 350 chars. 26 mai 1942. Tout l'après-midi, on entend le bruit sourd d'une canonnade qui vient de loin dans le nord. Puis, la nuit tombe sur les Français aux aguets. Des bruits de moteurs semblent venir de partout. À intervalles réguliers, des fusées éclairantes illuminent la position. L'attaque semble imminente. Au petit matin, déferlent au moins 150 chars ennemis sur la position, tenus par le 2e bataillon de Légion en direction du sud-est, crachant de toutes leurs pièces. Dans le calme, les légionnaires et les artilleurs du 1er régiment d'artillerie coloniale les laissent approcher pour les arroser à courte distance avec leurs canons anti-chars soigneusement enterrés. L'empoignade est rapide, furieuse et concluante. 32 chars italiens sont détruits, 18 sont abandonnés au milieu des chantiers. Légionnaires et coloniaux
achève le travail avec des grenades incendiaires. Les ennemis s'extirpent des chars pour se rouler sur le sable en hurlant de douleur. Les Français n'ont ni le temps, ni l'envie de compatir leur souffrance. C'est la guerre. À Piraquel, on s'attend à ce que l'ennemi en déroute soit maintenant pilonné par l'artillerie et l'aviation alliée, mais rien n'y vient et les communications sont coupées. Dans la soirée, le général Koenig reçoit enfin des informations du 30e corps britannique. Le poste de commandement tactique de la 7e division blindée, censé contre-attaquer pour dégager Piraquel, ainsi que le général Messervy, ont été surpris et enlevés par les Allemands dès le début de l'attaque. La brigade française, elle, a tenu bon, et à la nuit tombée, Koenig félicite ses commandants d'unité pour leur sang-froid, en leur disant qu'ils doivent tenir encore 2 jours. Mais, dans son fort intérieur, il sait que la brigade est très isolée. Durant les 4 jours suivants, jusqu'au 31 mai, l'accalmie règne autour de Bir Hakeim. Une accalmie très relative, mais qui donne aux Français le sentiment de rester en dehors de la bataille générale, dont leur parvient les échos lointains. Des patrouilles sont lancées afin de localiser les positions allemandes, mais l'ennemi semble avoir disparu. Il faut aller loin vers l'est pour le trouver. En fait, l'offensive allemande a été stoppée par le 13e corps britannique. Dans l'euphorie, le commandant britannique souhaite contre-attaquer sans attendre et demande à la première brigade française libre de se porter tout entière en avant le plus tôt possible. Chose impossible par manque de véhicules. Seul le bataillon du Pacifique est en mesure de se mettre en route à 9h en ce matin du 1er juin, avec la batterie du lieutenant Pirot et une section de fusiliers marins. Le reste de la brigade suivra plus tard. Mais les mauvaises nouvelles vont s'accumuler tout au long de la journée. C'est d'abord l'aviation ennemie qui jusqu'alors avait négligé Bir Hakeim, va mitrailler, bombarder la position toute la journée. C'est ensuite la perte des communications la journée durant avec le bataillon parti le matin. C'est aussi l'absence de nouvelles de la 4e brigade blindée britannique, qui aurait dû se présenter à un corridor ouvert dans le champ de mine. C'est enfin, à 17h, alors que Koenig vient de signer son ordre d'opération pour le départ de la brigade, un ordre émanant de la 7e division blindée anglaise, lui ordonnant de suspendre tout mouvement en avant. En réalité, pendant ces 4 journées relativement calmes sur Bir Hakeim, Rommel ne battait pas en retraite comme le croyait le haut commandement britannique. Il concentrait toutes ses forces dans la région de Gott el-Waled, submergeant les forces britanniques en lui permettant d'ouvrir une brèche énorme dans la ligne de Gazala. Le soir même, 1er juin, il donne l'ordre à la 90e division légère et à la division Trieste de faire mouvement vers le sud. Le 2 juin au matin, une colonne motorisée arrive avec un drapeau blanc pour demander la reddition du camp retranché. À Bir Hakeim, la surprise est immense. Personne ne s'attendait à un tel retournement de situation. La veille encore, on lançait en toute hâte une avant-garde à 60 km vers l'ouest. On se préparait fébrilement à poursuivre l'ennemi que tout le monde croyait aux abois. Et voilà que soudain, ce 2 juin au matin, comme dans un jeu où un coup de dé malheureux vous ramène à la case départ, on se retrouvait de nouveau assiégé dans ce coin de désert, attaqué par un ennemi surgi de nulle part, sommé de capituler. La réponse est évidemment non. Vers midi, toutes les unités sont informées de l'ultimatum ennemi. Le général Rommel nous a demandé de capituler en nous menaçant d'extermination. Le général Koenig a refusé. Faites votre devoir. Dans la foulée, le dispositif du camp retranché est immédiatement reconstitué. Dès le 2 juin, dans l'après-midi, et jusqu'au 5 juin, Bir Hakeim est soumis à des bombardements incessants. L'artillerie ne s'arrête que pour laisser place à l'aviation.
Pendant les bombardements, les troupes ennemies et ses blindés se tiennent à bonne distance, mais elles ont encerclé la position. L'ennemi espérait obtenir la reddition de la brigade française en l'intimidant par des bombardements et 2 nouvelles sommations apportées par des parlementaires. Mais elles ne l'obtiendront pas. Le 5 juin matin, la situation générale est jugée préoccupante par le général Koenig, qui constate que les vivres et surtout les munitions commencent à manquer. Peu après, il reçoit un message réconfortant du haut commandement britannique, l'informant que la 8e armée vient d'engager une contre-attaque afin de dégager la position de Bir Hakeim. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Les assauts sont repoussés les uns après les autres, et au crépuscule, le contrôle des opérations a totalement échappé aux Anglais. La bataille se poursuit le lendemain dans les mêmes conditions. Résultat, une grande partie des unités britanniques sont écrasées. Les autres sont au mieux rejetés sur opposition de départ. La 8e armée britannique perd 6000 hommes, 150 chars et 7 régiments d'artillerie de campagne. Sa puissante offensive est brisée. Elle n'est plus en mesure de dégager la position de Bir Hakeim. À peine a-t-il assuré son succès que Rommel se retourne contre les Français. Le 6 juin, les défenseurs de Bir Hakeim constatent que le bombardement d'artillerie, commencé comme chaque matin dès le lever du jour, redouble d'intensité du côté sud du camp retranché. Puis, l'infanterie passe à l'assaut, lequel est repoussé. Dans l'après-midi, un second assaut parvient à 500 mètres du fortin, devant la compagnie Blanchet, qui est vivement accrochée. À la tombée de la nuit, le silence revient sur le désert. Le 7 juin, les Allemands testent les contours du dispositif français à l'est, puis à l'ouest, mais sans s'engager à fond, préférant se replier à la première riposte. Ils vont également se présenter au nord du dispositif, le point le plus sensible de celui-ci. Au poste de commandement de la brigade, on est très préoccupé de cette activité qui annonce une attaque massive d'infanterie à laquelle elle n'est pas préparée. En effet, Bir Hakeim a été organisé pour résister aux bombardements et aux attaques de chars. Rien de plus. Le 8 juin, Rommel en personne vient diriger les opérations. Il veut réduire définitivement la position. Les attaques des troupes germano-italiennes atteignent leur point culminant du 8 au 10 juin. Ce 8 juin, les troupes germano-italiennes lancent plusieurs assauts, notamment au nord. La brigade a réussi à repousser tous les assauts, mais elle est durement éprouvée. Les Anglais ont bien essayé d'aider les Français en attaquant l'ennemi sur ses flancs, mais ils ont été repoussés sans grande difficulté par l'adversaire. Le lendemain, le scénario se répète, mais cette fois l'infanterie ennemie se lance à l'attaque simultanément au nord et au sud. En fin de journée, les hommes sont épuisés. Dans l'après-midi, Koenig a reçu du haut commandement britannique un message personnel l'informant que la position de Bir Hakeim n'est plus considérée comme essentielle et qu'une évacuation est souhaitable. De la part des Anglais, c'est un aveu d'impuissance. La 8e armée ne desserrera plus l'étreinte de l'ennemi. La brigade est prise au piège. Aussitôt, l'évacuation est prévue dans la nuit du 10 au 11 juin, le temps de la préparer, car il faudra évacuer les positions devant un ennemi aux aguets, franchir un champ de mine avec une masse de véhicules, traverser le dispositif d'encerclement, peut-être l'attaquer, tout cela sans appui d'artillerie, pour atteindre enfin le point de rendez-vous avec les Anglais avant le jour. Koenig ne veut pas d'une sortie à la sauvette par petits groupes à pied, en abandonnant les blessés, les armes lourdes et les véhicules, comme les Anglais l'avaient suggéré. Ce sera donc une sortie de vive force avec tous les hommes et tout le matériel. Une solution beaucoup plus risquée, mais selon Koenig, une solution plus conforme à l'honneur militaire. La sortie de vive force. 10 juin 1942 au matin.
Un brouillard plus dense que d'habitude permet de retarder les bombardements quotidiens. Puis, c'est un déluge de feu qui s'abat sur Berakel, suivi de plusieurs assauts, toujours au nord de la position. L'ennemi va d'ailleurs pénétrer en profondeur dans le dispositif, sans pour autant rompre la ligne de défense française. Le soir venu, Rommel est persuadé de donner le coup de grâce le lendemain matin. Du côté français, Koenig sait que la brigade ne peut plus tenir. Il n'y a plus de munitions. Il ne reste en tout et pour tout que 137 coups pour tout le premier régiment d'artillerie et 24 coups par canon du côté des fusiliers marins. Il n'y a plus d'eau non plus. Heureusement, la sortie de Villeforce est pour ce soir. Dès la tombée de la nuit, toutes les unités se préparent pour le départ en chargeant les blessés et le maximum d'armes et de matériel. Lorsque Koenig arrive à 23h30 comme prévu à la porte sud-ouest avec Amilcar Barry et les officiers de son état-major, la Légion n'est pas encore là. Elle n'arrivera qu'à minuit et quart, soit avec déjà 3 quarts d'heure de retard sur le Rhône. Derrière elle, les quelques 200 véhicules encore en état se massent tant bien que mal en 2 colonnes successives. La colonne des véhicules de combat, aux ordres du commandant Laurent Champrosé, et celle des camions de servitude, aux ordres du commandant Bourgeois. Le renflement des moteurs est inquiétant. Était-ce une bonne idée de mettre en place une telle colonne? Ah là là, se demande Koenig. Comment l'ennemi ne l'entendrait-il pas? Plus grave encore, les sapeurs du capitaine Gradier n'ont pas eu le temps d'achever leur travail de déminage. Mais on ne peut plus attendre. Le 2e bataillon de Légion étrangère part à l'attaque en formation serrée. À peine la compagnie de tête du capitaine Wagner a-t-elle débouché que l'ennemi lance des fusées éclairantes et ouvre le feu. Le reste du bataillon, ainsi que le 3e bataillon de Légion étrangère et le bataillon du Pacifique se déploient et s'engagent à leur tour. Partout, l'ennemi déclenche un barrage de tir dense et continu. Pendant 2 heures, les combats se déroulent dans l'obscurité sans qu'il soit possible de les diriger, faute de moyens radio. La surprise n'a pas joué, et il apparaît très vite que l'ennemi est en force. L'infanterie n'arrive pas à percer. La confusion gagne partout, et Koenig sent que la situation lui échappe. Il est 3 heures du matin. Il faut absolument en sortir. Koenig donne l'ordre à toutes les unités de charger pour passer en force. L'ordre est répercuté tout au long de la colonne. Les véhicules démarrent à toute allure. En première ligne, les brènes carrières, même la charge. Tous les véhicules se ruent dans une véritable fuite en avant. Sur leur passage, des armes automatiques se dévoilent et tirent à bout portant. Des véhicules sont immobilisés, d'autres sautent sur des mines. Autant de véhicules à éviter pour ceux qui suivent. La colonne se désagrège peu à peu, se fractionne en petits groupes et finit par se disperser dans la nuit. Le général Koenig a réussi à sortir du cercle de feu. Dans sa voiture, mise traverse au volant, Amilcar Barry à ses côtés, il a foncé droit devant. Peu après l'aube, il fait une courte halte près d'un petit cimetière néo-zélandais perdu dans les sables. Il échange ses premières impressions avec Amilcar Barry. Il est persuadé que la sortie de Villeforce est un échec, que la colonne motorisée ne les a pas suivis. Il veut retourner à Berakel. Amilcar Barry l'en dissuade. Vers 10h30, le 11 juin, ils atteignent ensemble les premières positions du matin. Les rescapés de Berakel ont commencé à arriver au point de ralliement où les attendaient les Britanniques. Durant plus de 3 heures, hommes et véhicules ne cessent d'affluer. On se retrouve, on se félicite, on cherche les copains. Chacun a le sentiment d'avoir échappé à l'enfer.
Ce n'est qu'en fin d'après-midi que Quenu apprend la bonne nouvelle. Une grande partie de la brigade est saine et sauve. Dans la soirée, on lui remet un message de Londres, daté de la veille, qui met le comble à son émotion. Général Quenu, sachez et dites à vos troupes que la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. Signé De Gaulle. Il faudra encore plusieurs jours pour que des groupes isolés et perdus dans le désert arrivent à rejoindre les lignes anglaises. Lorsque le général Catroux vient inspecter la brigade le 15 juin à Sidi Barani, où elle s'est regroupée, on compte 2619 rescapés. Les pertes de la sortie sont beaucoup moins sévères qu'on ne l'a redouté. 41 tués qui viennent s'ajouter aux 87 tués au cours du siège, 125 blessés évacués et 984 disparus. Sans doute, Birakel n'est pas une victoire, puisque la position a été finalement abandonnée et que sa garnison est hors de combat. Mais c'est en tout cas un extraordinaire fait d'armes. La première brigade française libre a remporté, dans un contexte stratégique qui ne dépendait pas d'elle, un incontestable succès défensif. Par sa résistance prolongée sur les arrières de l'Africa Corps, elle a perturbé l'offensive de Rommel en interceptant sa ligne de ravitaillement. Puis, elle l'a ralenti en fixant des forces importantes pendant 10 jours. Elle a ainsi fait perdre à Rommel un temps précieux qu'il ne rattrapera jamais. Lorsqu'il arrivera devant El Alamein à l'automne 1942, Montgomery sera en mesure de l'arrêter avec des divisions fraîches en provenance d'autres théâtres d'opération. Cette bataille de Birakel redonne une forme d'espoir aux Alliés au moment où ils connaissent de grandes difficultés. En effet, les Allemands assiègent Leningrad, menacent Moscou et s'avancent sur Stalingrad. Du côté du Pacifique, les Japonais attaquent les îles Aléoutiennes, menacent l'URSS, les Indes britanniques et l'Australie. Au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, quelques milliers de Français libres semblent indiquer à l'opinion alliée que rien n'est joué, que le tournant de la guerre est en vue. Cette bataille fait rentrer la France libre du général de Gaulle dans la cour des grands, au moment où il en a le plus besoin, car il est en train de réaliser l'intégration des forces françaises libres et de la résistance intérieure au sein de la nouvelle France combattante. Merci messieurs, ne partez pas, mettez-vous au fond du tableau, on va faire venir les musiciens, le ténor. Oui. Bon, mesdames et messieurs, si vous voulez vous lever en direction de l'ouest, au moment où il va y avoir les couleurs. Quelques secondes encore, avant que le ténor utile. Bien. Vous pouvez envoyer les couleurs. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes.
aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve de nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras dans le cœur. Liberté, liberté chérie, combats avec des défenseurs, combats avec des défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve de nos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, un sang impur abreuve de nos sillons. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, maintenant vous êtes invités à l'apéritif qui se trouve entre nous et le cloche pour 25 minutes, puis ensuite rejoindre les tables pour le repas. Merci.